Bonjour à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue pour notre jeu des découvertes à trouver. Je me présente, je suis Laetitia et voici ma collègue Nadège. Bonjour à tous. Nous sommes toutes les deux médiatrices scientifiques à la Cité des sciences et de l'industrie. Et ce que nous vous proposons ici, c'est de retrouver des grandes découvertes scientifiques qui ont jalonné l'histoire des sciences. Et d'ailleurs d'en profiter pour découvrir ou redécouvrir celles et ceux qui ont œuvré à ces grandes découvertes. Alors, notre série se déroulera en 4 épisodes. Oui. Ça signifie donc que vous aurez 4 grandes découvertes à retrouver et également 4 grandes personnalités scientifiques à découvrir. Alors, on va commencer maintenant. Le principe du jeu, finalement, est assez simple puisque pour vous aider à trouver ces découvertes, on va vous fournir une série de 4 indices. Voilà, d'abord 2 indices au départ qui vont être une date qui permettra de recontextualiser finalement l'époque et aussi un mot-clé. Ensuite, on fera une pause de quelques heures pour vous laisser le temps de chercher et de trouver. Ben oui. Et puis, on vous donnera 2 nouveaux indices. Cette fois-ci, c'est souvent les indices les plus simples. C'est une image et puis le portrait finalement de la personne qui a participé à finalement cette découverte. Alors, je propose que pour ce premier épisode, on démarre tout de suite. Et qu'on vous fasse un exemple. Voilà. On fait un exemple en entier, comme ça, ce sera plus simple. Et puis, on va commencer du coup par la date. Une date. On est en 1609. Alors, peut-être qu'on refait un petit contexte de l'époque. Là, c'est la Renaissance. Et scientifiquement parlant, c'est vrai que c'est assez... c'est assez... des débats... C'est assez difficile quand même. Oui. Surtout en astronomie. Oui, il faut se rappeler qu'il y a une toute petite centaine d'années seulement de cela, en 1510, Nicolas Copernic a décidé de déplacer le centre de l'univers. Alors, je m'explique, il ne l'a pas déplacé avec ses petits bras, non, ce n'est pas ça. C'est qu'il fait des calculs sur le mouvement des planètes et il s'est rendu compte que s'il organise ses calculs en plaçant le Soleil au centre et non la Terre, comme jusqu'alors on le pensait, cela rend les calculs beaucoup plus simples. Alors, il commence à émettre cette idée de la théorie dite de l'héliocentrisme. Mais vous vous doutez bien que cette théorie ne va pas faire l'unanimité tout de suite, et certainement pas dans la communauté religieuse de l'époque. Non, en effet, Giordano Bruno, en 1600, il va se brûler les ailes en quelque sorte avec cette théorie, et aussi avec la religion de l'époque. Oui, Giordano Bruno finira au bûcher. Oui, c'est vrai que c'était quand même assez trouble comme période. C'est donc dans ce contexte scientifique que se situe la découverte que nous vous demandons de retrouver. On vous aide avec un nouvel indice ? Oui, là je pense qu'il faut un nouvel indice quand même. Le mot-clé. Oui, optique. Là, tout de suite, c'est plus clair. Je sais pas, Nadège. Ah, c'est vrai. Bon, d'un autre côté, je dois avouer, le mot optique, moi, ça m'évoque un peu quelque chose. Des lunettes, par exemple. Oui, pourquoi pas, oui. Mais ce serait quand même trop facile, non ? Oui. Les lunettes, ça date de quand ? Oui, non, là, on n'est pas à peu près dans la même période. On est beaucoup plus tôt. On est plutôt vers 1300. La plupart des lunettes qu'on entend parler à ce moment-là, on voit donc des récits, des illustrations. On a par exemple des moines, comme Roger Bacon, un scientifique, qui va utiliser les lunettes et qui va même travailler en fait sur l'optique, les chemins optiques. En parallèle, en Italie aussi, on les utilise. Et on a même des pistes qui nous diraient qu'en Chine, dès le Xe siècle, ils avaient parfois des lunettes. Donc ça remonte finalement 1300. Là, on est en 1609. On est très très loin, donc ce n'est pas des lunettes qu'il s'agit alors. Non. Peut-être qu'il faut un indice supplémentaire. J'en ai peur. D'un autre côté, dans les autres rendez-vous, on s'arrêtera là. Ah oui, il faudra quand même qu'on vous laisse un peu chercher, mais pour ce premier épisode, on n'en a pas vraiment le temps. Enfin, cela dit, on vous laisse quelques secondes, mais si vous en voulez plus, mettez pause. C'est pas compliqué. Alors, pour vous aider un peu, donc, un nouvel indice. L'image. Une image en lien avec la découverte. La voici. Personnellement, moi, je trouve que c'est mystérieux. Ça reste un peu flou, Nadège. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Non, bien sûr. Alors, finalement, cet objet, peut-être qu'il va falloir mettre le dernier indice pour pouvoir vraiment élucider un peu les choses. Nous passons au portrait du découvreur ? Oui, pour ceux qui encore auraient peut-être un doute, parce que vraiment l'image est un peu mystérieuse. Très jolie, mais mystérieuse. Le voici.
Voilà. Sa tête est sympa, elle nous est un peu familière. Ah oui, et puis là, du coup, avec le gros plan, ce qui est sur le nom, hein, Galilée en quelque sorte, c'est beaucoup plus simple. Et ben voilà. Alors du coup, ça nous dit toujours pas ce qu'il a découvert, Galilée. La grande découverte, une lunette astronomique. Et ben oui, c'est pour ça l'image de tout à l'heure. Alors, oui, d'accord, c'est pas tout à fait une grande découverte. Non, en on va effet. parler plutôt D'une invention, Oui. oui, en effet. Et en plus, c'est pas tout à fait lui non plus qui l'a inventé, la lunette. Non, ça c'est vrai. Hein, Maintenant, ce sont deux Hollandais marchand de lunettes de vue. Mais c'est ça, des fabricants de lunettes qui ont eu l'idée en fait d'utiliser les deux lentilles et de les positionner l'une derrière l'autre. Et ainsi, ils ont créé un objet qui permet de finalement grossir. Alors c'est sur la base de la découverte de Hans Lippershey et Zacharias Janssen que Galilée va s'appuyer pour sa lunette astronomique. Au départ, en fait, ces deux fabricants, ils font une sorte de jouet. Mais Galilée, lui, ce qu'il va faire, et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose d'important, il va créer une lunette et il va la créer à des fins scientifiques. Alors là, finalement, on va pouvoir, avec un instrument, découvrir beaucoup plus de choses. Alors lui, finalement, il est très bricoleur. Et oui, et donc il va créer sa propre lunette. Pas mal. Il crée la structure, mais également les lentilles qu'il va polir. Alors les premières lentilles qu'il polit et la première lunette qu'il va créer, c'est en mai 1609. Quelques mois plus tard, il arrive déjà à améliorer. La première fois, il voit le ciel grossir 6 fois. La deuxième fois, 9 fois. Et à la fin de l'année, il arrive à grossir le ciel 20 fois. Alors là, naturellement, il découvre de nouvelles choses. Des petits points lumineux qui étaient assez rassemblés. Il découvre en fait que ce sont plusieurs étoiles. Il va aussi, tout simplement, regarder la Lune. Bah oui, parce que de la Terre, la Lune, on en voit surtout des grandes taches noires. Lui, grâce à la lunette, il va pouvoir observer nettement mieux les choses et découvrir des cratères, des chaînes de montagnes. Découvrir que la Lune, elle est loin d'être parfaite. Pourtant, c'est ce qu'on pensait à l'époque, qu'au niveau de la Lune et au-delà, c'est la perfection. Là, il se rend compte que finalement, elle ressemble beaucoup plus à la Terre. Un monde pas forcément très parfait. Et il ne va pas s'arrêter là. En effet, Galilée va pointer sa lunette en direction de Jupiter, la planète géante du système solaire. Jupiter, que l'on pouvait déjà bien sûr observer à l'œil nu. Et que découvre-t-il dans sa lunette ? Il découvre 4 satellites qui tournent autour de cette planète. 4 satellites qui d'ailleurs aujourd'hui portent encore le nom de satellites galiléens. Et de cette observation, il en tire la conclusion suivante. Décidément, tout ne tourne pas autour de la Terre. Loin s'en faut. Et c'est ce qui va venir corroborer pour lui la théorie énoncée 100 ans plus tôt par Copernic sur l'héliocentrisme. Voilà, c'est une belle découverte quand même qui va, belle invention en tout cas, qui va vraiment permettre de faire d'autres belles découvertes. Et de révolutionner la pensée de la cosmologie de l'époque. Et oui, de prouver finalement que les équations sont bonnes et avec finalement toutes ces observations. Tout à fait. Alors, on pense que vous avez compris là le principe général de notre jeu. Donc ce qu'on vous propose tout de suite, c'est de vous fournir les 2 prochains indices pour partir à la recherche de la prochaine découverte scientifique à trouver. Alors, indice date, comme d'habitude. Et là, on est en 1687. On quitte Galilée de très peu, finalement. C'est ça, on va pas très loin. Et puis, un mot-clé. Interaction. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et c'est à vous de trouver. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à notre grand jeu découverte à trouver. Alors c'est le deuxième rendez-vous. On va vous rappeler succinctement un petit peu le principe. On va vous donner une série de 4 indices. Et ces indices vont vous permettre de retrouver une grande découverte scientifique. Et aussi les personnes qui y sont associées. Au cours du dernier épisode, on vous a fourni 2 indices. On va vous faire un petit rappel sur ceci. Premier indice, une date
Nadège? 1687. Et le deuxième indice que nous vous avions fourni, c'est un mot, le mot interaction. Alors, vous avez normalement eu le temps de chercher. Et pour vous laisser encore un peu plus de temps, moi j'aimerais que nous revenions un petit peu sur cette date de 1687. Oui, faire un petit panorama de... on est à peu près au XVIIe siècle. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ça fait quand même... Ça fait une petite centaine d'années maintenant que l'idée que le Soleil se trouve au centre de l'univers fait son chemin doucement dans l'esprit des scientifiques. D'ailleurs, Galilée, quelques années auparavant, vient de finir de perfectionner sa lunette, ce qui lui a permis de faire un certain nombre d'observations et de corroborer ainsi la véracité de cette théorie. D'ailleurs, Galilée ne s'est pas arrêté là. Non. Bon, pour la petite histoire entre nous, il a continué de travailler en optique et ça lui a permis d'ouvrir des perspectives tant sur le plan macroscopique, c'est-à-dire l'observation de très gros objets, que sur le plan microscopique, à savoir l'observation de très petits objets. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse pour l'heure. Non. C'est vrai, mais là, il faut avancer. On a le mot-clé, donc... Le contexte scientifique de l'époque, vous l'avez. Le mot-clé, le voici, interaction. C'est vrai que c'est pas simple, n'empêche. Interaction, ça nous donne pas beaucoup d'indices. Oui, ça reste pour l'instant vague. C'est très vague. Bon. Là, peut-être qu'il faut leur donner, du coup, encore un indice supplémentaire. De toute façon, ils ont qu'à eu quelques heures pour réfléchir. On y va avec l'image. Et voici donc une pomme. Oui, à la différence de ce que disait Magritte, ceci est bien une pomme. Alors, j'aimerais bien savoir comment fait-on le lien entre 1687, interaction, et une pomme? Je sais pas, moi, une pomme, interaction, ça me parle. Oui, peut-être que certains d'entre vous ont déjà une idée de qui se cache derrière cette pomme. Bon, pour vous aider, on va vous montrer la sienne de pomme, d'ailleurs. Attention, la voici. Magnifique portrait de Isaac Newton. Eh oui, monsieur Newton. Alors bon, finalement, interaction, pomme, Newton, vous l'avez. Et oui, la grande découverte, c'est la théorie de la gravitation universelle. Je pense quand même, Nadège, qu'il faut remettre un peu de contexte dans tout cela, non? Oui, alors on peut raconter une histoire justement qui s'est passée en 1666. Alors on a une grande épidémie de peste qui sévit à Londres et Newton est obligé de s'isoler à la campagne. Ça me rappelle quelque chose, ça, moi. Ouais, du coup, c'est cyclique. Ouais. Donc, voilà, il s'isole et à la campagne, il a des pommiers. Et il aurait vu une pomme tomber de l'arbre. Et là, une grande question est venue. Mais comment ça se fait que la pomme tombe de l'arbre, mais que la lune, elle ne tombe pas? Tu veux dire, comment ça se fait que la pomme tombe sur la Terre, mais pas la lune? Oui. Alors attends, parce que on pourrait se demander comment Newton en est arrivé à se poser une telle question aussi curieuse. D'abord, il faut remettre là aussi un peu de contexte scientifique. Il faut savoir que la notion de pesanteur est déjà connue par les scientifiques. Aristote, déjà dès l'Antiquité, pense que les objets tombent là où ils doivent tomber, c'est-à-dire vers le centre de la Terre. Bon, en revanche, Aristote, en ce qui concerne ce qui se passe dans le ciel, c'est pas tout à fait la même chose. Lui, il voit jusqu'à la Lune, enfin plutôt qu'à partir de la Lune, et au-delà, il s'agit d'un monde de perfection, et on n'y touche pas. D'ailleurs, c'est une idée qui va perdurer très longtemps. Assez longtemps. Ah ouais. Mais même dès le IXe siècle, un astronome perse et musulman, Al-Khwarizmi, émet le postulat d'une force d'attraction qui existerait entre les corps célestes. Et oui, puis encore quelques années plus tard, Copernic, Galilée, Kepler, ils vont aussi travailler sur le ciel et mieux comprendre tout ce qui se passe dans ce ciel. Galilée, en parallèle, il va travailler sur finalement des objets aussi qui tombent. Ils tombent, et d'ailleurs, il montera en haut de la tour de Pise afin de les lâcher. Il travaillera sur la chute des corps. Mais tout ça contextualise bien un peu dans quelle connaissance, en fait, Newton arrive. Oui, c'est-à-dire que là, on sait que la Terre a une influence sur les objets qui se trouvent à sa portée, à sa proximité. Et c'est de là que Newton pose sa question. Si la pomme subit l'influence de la Terre et qu'elle retombe sur elle, alors comment se fait-il que la Lune, qui est à proximité de la Terre aussi, nous n'arrivons pas à percevoir cette influence de la Terre sur elle, sur la Lune? Donc pourquoi la Lune ne retombe pas sur la Terre comme la pomme le fait depuis l'arbre? Là, pour que ce soit plus clair, je pense qu'il faut faire une expérience. Une vraie expérience, Nadège? J'ai hâte.
Oui, en fait, plutôt une expérience de pensée. Ah, Oui, on va imaginer des pommes. ah, mais attends, j'en ai des pommes. Oui, on a des pommes. C'est pas Newton qui les a ramassées, mais quand même. Hop. Alors, Très bien. Alors, superbe. Bon, du coup, si on imagine donc une pomme, Oui. là au moins physiquement elle est là, et qu'on la laisse tomber. elle tombe. Bon, elle tombe en effet sur la terre sans problème, elle est attirée. Newton, il se dit, bon, finalement, si on imagine qu'on prend une pomme, Fais voir. Ouais. peu importe la pomme, et que on imagine qu'on est en la lance un peu plus loin. Tu veux dire comme ça? Oui, alors je ne pensais pas que tu allais la lancer, mais en effet, comme ça, tout à fait. Donc on a vu qu'elle est tombée un peu plus loin. Oui, elle a parcouru un certain trajet sans toucher la terre avant de retomber sur elle. Voilà. Maintenant, si on imagine qu'on a un canon à pommes. Alors, il est où le canon, Nadège? Non, là vraiment, il faut l'imaginer. Oui. Donc, et ce canon à pommes, du coup, nous permettrait d'envoyer des pommes au-delà de l'horizon. Ah, si on donne une vitesse suffisante à cette pomme, elle pourrait parcourir un très très long trajet sans retomber sur Terre. Même faire le tour de la Terre. Comme la Lune, quoi. Oui, c'est ce que veut dire justement Newton. La pomme tombe sur la Terre, tout comme la Lune qui tourne autour de la Terre. Mais la Lune, elle a une vitesse, et c'est pour ça qu'elle ne retombe pas sur la Terre. Et c'est là qu'il fait le lien. Il fait le lien finalement entre ce qui se passe sur Terre, la pomme, et ce qui se passe dans le ciel. Et c'est là l'universalité de sa théorie de la gravitation, qu'il va publier en 1687. Alors quand même, on doit vous dire, c'est pas parce que Newton publie cette théorie en 1687 que pour autant, elle est admise dans toute la communauté scientifique de l'époque. Non, vraiment pas. Surtout en France, on a Descartes, un grand scientifique, mais aussi qui a l'esprit très cartésien. Donc Descartes, lui, il ne voit pas comment, finalement, à distance, on peut avoir une grande influence. Il ne voit pas comment le Soleil pourrait influencer les planètes. Pour lui, il y a quelque chose entre. Il se dit que peut-être qu'il y a une substance. Cette substance, l'éther, formerait des tourbillons. Et ces tourbillons, c'est eux qui donneraient le mouvement aux planètes et aussi à leur trajectoire autour du Soleil. Voilà, pour lui, c'est pas possible autrement. Et cette idée, elle va influencer beaucoup de scientifiques français pendant quasiment un siècle. Il va falloir attendre jusqu'à 1760 où plusieurs scientifiques vont commencer à dire non, c'est pas possible. Et entre autres, il y aura Émilie du Châtelet qui dira non, les thèses de Newton sont les bonnes, il faut les suivre. Et puis Newton s'est pas arrêté là. Newton a travaillé aussi sur beaucoup d'autres choses. Il a travaillé sur les comètes avec Halley. Mais oui, parce que Halley, il observait énormément le ciel, mais il n'était pas très fort en calcul. Donc il a demandé à Newton de calculer la trajectoire de la comète pour savoir quand est-ce qu'elle allait revenir. Newton fait les calculs, il ne sera pas là au retour de la comète, mais il avait quasiment bon à quelques jours près. Pas mal. Ouais. Il a travaillé aussi sur la lumière, décomposition de la lumière. C'est lui qui a dit que si on décompose la lumière, ça fait un arc-en-ciel et que toutes ces couleurs sont déjà comprises dans la lumière blanche. Il a aussi travaillé sur le télescope, permettant ainsi de grossir encore plus le ciel. Nadège, je veux pas. Je vois bien. Je m'emballe. Tu es très enthousiaste. D'accord, je m'emballe un peu. On était sur la théorie de la gravitation universelle. Oui, en effet, on parlera peut-être de ces histoires à un autre moment. On en reparlera, je suis sûre. L'objet d'autres histoires, d'autres énigmes. Oui, par exemple. Nous en avons terminé pour notre deuxième découverte, la théorie de la gravitation universelle énoncée par Monsieur Isaac Newton. C'est le moment de vous proposer de nouveaux indices. Allez, c'est parti. Une date, attention, devant vos yeux. On est donc à 1896. Mais heureusement, je l'ai dit, comme ça, c'est plus simple. 1896. Le mot-clé, c'est même des lettres clés, puisqu'on est sur alpha, bêta, gamma. Pas facile, hein? On vous laisse réfléchir et on se retrouve tout à l'heure. À vous de trouver.
Bonjour et bienvenue à notre grand jeu Découverte à trouver. Alors là, c'est le 3e volet de ce jeu. Oui, un petit rappel sur les grands principes du jeu, Nadège ? Oui, quand même, parce qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent seulement. Donc, on vous donne une série de 4 indices. Et ces indices sont là pour vous aider à retrouver une grande découverte scientifique. Et aussi, là où les personnes qui y sont associées. Alors, au dernier épisode, on vous a laissé les 2 premiers indices. Nous avons d'abord... Une date, toujours la date. Comme toujours. 1896. On va peut-être la retourner pour essayer de mieux la voir. Et nous avons évidemment le mot-clé. Alors, bon, on triche un peu car ici, il s'agirait plutôt de lettres clés. Hein ? Alpha, bêta, gamma. Comme toujours, on fait un petit retour sur l'année de la découverte. Contextualisons un peu l'état des sciences à cette époque. On est à la fin du 19e siècle. Que se passe-t-il en ce 19e siècle ? Quelles sont les grandes avancées scientifiques ? Eh bien, d'abord, nous avons un certain Maxwell, dont peut-être un jour nous reparlerons, qui vient dénoncer les lois de l'électromagnétisme. Oui. Et puis, nous avons aussi l'invention de la machine à vapeur, l'outil phare de la révolution industrielle, et qui va mettre Sadi Carnot sur la voie des lois de la thermodynamique. Oui, et puis on a Mendeleïev qui va travailler sur la matière, les éléments, sa compréhension. Et finalement, il va réussir à organiser la matière, les éléments. Il travaille sur un tableau des éléments, un tableau périodique. Et ce tableau, il est si bien organisé que finalement, il laissera la place à d'autres éléments qu'on n'a pas encore découverts à cette époque-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise toujours. Tout à fait. Et puis le 19e siècle, il faut le dire, c'est également le siècle de découverte de phénomènes physiques jusqu'alors inconnus, dont fait justement partie la découverte que vous avez à trouver. Alors pour cela, nous avons l'indice mot-clé, mais la date. On doit admettre que ce mot-clé, les lettres grecques alpha, bêta et gamma, c'est peut-être pas suffisant pour arriver à trouver de quoi il retourne. On vous propose donc le nouvel indice. Je vais poser les lettres ici. Et sortir le nouvel indice, peut-être que là, ça va davantage vous aider. Attention. Alors, je pense que ça va être très rapide, là. Hop là. Eh bien oui. Ça ne fait plus aucun doute. Vous le reconnaissez, il s'agit d'un idéogramme, qui représente... la radioactivité. Tout à fait. La radioactivité, en fait, c'est quand de la matière, naturellement, émet un rayonnement. C'est-à-dire que cette matière, elle n'a pas été excitée, rien comme excitation extérieure, et naturellement, elle rayonne. Alors, peut-être même que ce terme radioactivité vous met sur la voie d'une personne en particulier qui a travaillé sur ce sujet. Je pense que vous avez peut-être une idée. Nous allons vous montrer son portrait. Voici donc. Vous la reconnaissez ? Marie Curie. Marie Curie, alors, attention toutefois, Marie Curie n'est pas la seule à avoir travaillé sur la radioactivité. En réalité, ils sont 3 protagonistes à avoir même d'ailleurs obtenu le prix Nobel pour cette découverte. Alors nous avons d'un côté ici monsieur Henri Becquerel, au centre Marie Curie bien sûr, et ici un certain Pierre Curie. Eh bien oui, parce que finalement Pierre, lorsqu'il a rencontré Marie, il a trouvé que ses travaux étaient extraordinaires. Donc il a quitté du coup ses recherches pour pouvoir finalement continuer les recherches de Marie avec elle. Et ils se sont mariés aussi après. Alors, comme toujours, une découverte, ça n'arrive pas complètement par hasard. Il faut savoir que la découverte de la radioactivité, elle remonte à un petit peu plus tôt. Pas grand temps plus tôt, puisque nous sommes en novembre 1895. Et à cette date-là, un certain Wilhelm Röntgen se rend compte que de la matière peut émettre du rayonnement si elle est excitée. Il se rend compte que ce rayonnement peut impressionner des supports et il se rend compte également que si l'on place quelque chose entre ce rayonnement et le support qui va être impressionné, le rayonnement peut traverser cette matière en fonction de sa densité. Oui. Bon, j'ai vécu ça il n'y a pas longtemps. C'est ça. Je pense que là, comme ça, vous ne voyez pas très bien de quoi il s'agit. Moi, j'en ai un souvenir très récent. Voilà. Alors, il ne s'agit pas d'une photo de Wilhelm Röntgen, mais bien de la radio de la main de Nadège. Mais bon, à l'époque, il a fait relativement la même chose, un cliché de radio. Tout à fait. Il a lui-même impressionné, d'ailleurs, sa propre main pour commencer. Et d'ailleurs, c'était encore assez mystérieux, ce rayonnement. Oui. Mais oui, il ne savait pas trop ce que c'était, donc
il a décidé de lui donner un nom, de lui donner le nom de rayon X. X, tout simplement pour l'inconnu mathématique, le X. On ne sait pas ce que c'est inconnu. Effectivement. Eh bien, c'est à partir de cette découverte du rayonnement X que Henri Becquerel, qui d'ailleurs a une petite passion pour tout ce qui brille, oui, il faut savoir, la famille Becquerel entretient une relation particulière avec les matériaux luminescents, passion qu'ils se transmettent de père en fils. Le grand-père déjà collectionnait tout un tas de matériaux. Luminescent, ça veut dire phosphorescent ou fluorescent. Et Becquerel, qui travaille sur la phosphorescence, se demande s'il n'y a pas un lien entre les rayonnements X et la luminescence des matériaux. Il travaille même plus particulièrement sur les sels d'uranium. Et il veut savoir si des sels d'uranium peuvent émettre des rayonnements X si on les met à la lumière, pour simplifier un peu les choses. Seulement voilà, un jour, il mène son expérience, un jour de pluie, il fait sombre, il range son expérience dans un tiroir et quand il la ressort, il se rend compte qu'il y a eu du rayonnement émis par les sels d'uranium parce qu'un papier a été impressionné alors même qu'il n'y avait pas de lumière. Il se rend compte donc que les sels d'uranium sont capables d'émettre leur propre rayonnement et il les appelle donc d'ailleurs rayons uraniques. Et puis à partir de là, du coup, il va se rendre compte que ça n'a rien à voir avec les rayons X. Tout à fait. Et que du coup, c'est d'autres choses. Et Marie Curie va aussi se mettre à travailler sur ces éléments finalement un peu différents, qui émettent. Mais ils ont en trouvé d'autres avec Pierre ensuite, et ils vont les nommer des éléments radioactifs. La radioactivité, c'est eux qui ont inventé le terme. Mais oui, Marie et Pierre Curie, c'est eux qui inventent le terme. À partir de là, ils vont découvrir d'autres nouveaux éléments. Ils vont découvrir le polonium et le radium. Et puis, ces éléments, il va falloir après les caractériser. Ça va faire des années de recherche. Des années de recherche, travail de titan, sans protection, ça va altérer finalement leur santé. Oui. Mais c'est vrai que c'est un travail qui était tout à fait passionnant. Passionnant parce que finalement, en essayant de décomposer ce rayonnement, ils ont découvert 3 autres rayonnements. Mais oui, 3 faisceaux. Un rayonnement qu'ils ont nommé alpha, puis un deuxième bêta, puis un troisième gamma, d'où les mots-clés, les lettres clés que nous avons données tout à l'heure. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mort tragique de Pierre Curie a conduit Marie Curie à reprendre la chaire qu'il occupait à l'université. C'est ça, à la Sorbonne. Et ça a été la première femme à avoir un poste aussi important. Mais elle ne reste pas là, elle continue ses recherches. Et ses recherches vont lui permettre d'aboutir à un 2e prix Nobel. En 1911, elle a le prix Nobel de chimie. Et ça, c'est vraiment unique, c'est la première à avoir 2 prix Nobel. Première femme et première dans l'histoire du prix Nobel. Oui, tout à fait. Incroyable. Donc ça, c'est quand même une belle aventure, même si finalement, ça permettra de continuer dans l'histoire Curie, mais ça fait partie de la peut-être suite. Encore une autre histoire. Tout à fait, je m'emballe. Nous arrivons donc ici au terme de notre 3e épisode. C'est donc le moment de vous présenter les 2 nouveaux indices pour trouver la 4e et dernière grande découverte qui a jalonné l'histoire des sciences. Attention, l'indice date. Il est un petit peu curieux celui-là. Nadège, tu le montres ? Oui. Attention. Et on n'en dit pas plus pour l'instant ? Non ? Allez, on n'en dit pas plus pour l'instant. Voilà. Juste pour vous préciser, il n'y a pas d'erreur dans cette carte. Et voici le 2e indice. Bon, normalement... C'est une formule. Là, je pense que ça peut aller très 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 vite. Alors, on se retrouve tout à l'heure. D'ici là, cherchez bien. Et trouvez bien. Bonjour. Bonjour et bienvenue à notre dernier épisode des découvertes à trouver. Alors pour les nouveaux arrivants, on va rappeler rapidement un petit peu le principe du jeu. On va vous donner une série de 4 indices. Et ces indices vont vous permettre de retrouver une grande découverte scientifique. Et aussi là où les personnes qui y sont associées. On vous a laissé au dernier épisode avec 2 indices en main. Oui. Nadège, le premier indice, la date. Oui, 2 dates cette fois-ci, en effet. Et le 2e indice, un petit rappel, une formule E égale MC2.
Alors, on ne doute pas que vous avez certainement trouvé. Oui. On va quand même prendre le temps d'un petit contexte autour de ces deux dates. Tout à fait. En effet, toujours en contextualisation. On fait une contextualisation. Et on est là donc au début du XXe siècle. Et on vient de quitter une époque qui a foisonné vraiment au niveau des sciences. On a foisonné dans beaucoup de disciplines différentes, aussi bien la biologie avec Darwin, oui, tout à fait, qui va donc écrire l'origine des espèces et qui va finalement révolutionner notre conception finalement de nous-mêmes et de l'espèce. Dans médecine également, on devient de plus en plus performant, on comprend de mieux en mieux le corps humain et on découvre à peu près à la même période les groupes sanguins. Quoi d'autre encore ? La chimie, en effet, puisqu'on va être de plus en plus précis dans notre compréhension de la matière et de tous les éléments. Et puis, il faut voir aussi qu'avec le XXe siècle, c'est la mondialisation des échanges. Je m'explique. Ce siècle voit naître la coopération entre les scientifiques. Les sciences, ça devient une affaire d'équipe. Alors cette coopération internationale, elle s'exprime sur le plan intellectuel, bien sûr, mais il ne faut pas oublier aussi le plan financier. Oui, tout à fait. Bon. On revient sur notre formule. Voilà, une formule pour le mot-clé cette fois-ci. On ne se doute pas. Égale MC2. C'est vrai que c'est presque trop facile. Ouais, au moins, si vous n'avez pas idée de la découverte qui se cache derrière, on est à peu près sûr que vous savez de qui il s'agit. Alors, on montre le portrait. Allez, allons-y. Cette fois-ci, on déroge à notre règle, on vous montre son portrait avant. Vous le reconnaissez ? Bon, il est un petit peu loin, là. Hop. Et donc, voici Albert Einstein. Bien sûr, c'est lui. Mais bon... oui, finalement, quelle est la grande découverte associée à ce personnage d'Albert Einstein ? Formule ? Non, alors, Nadège, on a triché. La formule n'est pas directement associée à la grande découverte d'Einstein. Pas de manière directe. Et non, tout à fait indirecte. Pour essayer de retrouver de quelle grande découverte il s'agit, il nous faut vous montrer l'image. Ce merveilleux indice, à savoir l'image, qui, on doit l'admettre, n'est pas totalement très claire. Mais si vous y prêtez un peu attention, vous allez pouvoir probablement reconnaître ici sur cette image un sablier, quelque peu déformé. Littéralement ici, on a voulu vous donner l'indice de la déformation du temps. Mais pourquoi ? Il faut savoir que jusqu'à maintenant, on considère que le temps est une constante, que les grandeurs sont des constantes, c'est-à-dire qu'elles ne se déforment pas. C'est vrai que c'est même plus facile de le penser comme ça. Le temps ne s'accélère pas, ne se ralentit pas. Une seconde reste toujours une seconde. Les grandeurs aussi sont constantes. 1 mètre, on peut se déplacer, il restera toujours 1 mètre. C'est vrai. Si on imagine qu'il y a donc des constantes, il faut bien imaginer que par ailleurs, il y a des données qui sont variables. Et à cette époque, on pense par exemple que la vitesse de la lumière, elle, est variable, qu'elle varie en fonction de la position, du déplacement de l'observateur. Et ça, il y a 2 scientifiques qui vont essayer de le mesurer. Ils s'appellent Morley et Michelson. Ils vont essayer de mesurer s'il y a une différence dans la vitesse de la lumière en fonction de la direction. Pas de bol. De différence, il n'y en a aucune. En gros, en clair, la vitesse de la lumière est constante. Et oui, et là on arrive justement à 1905. 1905, et c'est là où finalement Einstein s'appuie sur cette grande expérience. L'expérience qui montre que la vitesse de la lumière elle est constante, lui, il pose le fondement de sa théorie dessus. Et cette théorie, elle s'appelle comment ? Théorie de la relativité restreinte. Oui, vous l'avez bien deviné. Donc là, on est en 1905, où il exprime finalement que si la lumière, la vitesse de la lumière est constante, ça veut dire que tout est relatif. Toutes les autres choses sont relatives, aussi bien le temps que l'espace et le mouvement. Et en 1915, 10 ans plus tard, il va compléter cette théorie de la relativité restreinte en y ajoutant la gravitation. Et il va ouvrir là la voie de la théorie de la relativité générale. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Ça signifie que Albert Einstein conçoit l'espace et le temps comme entremêlés. Il forme ce qu'il appelle nappe espace-temps. Et les masses présentes dans l'univers, par exemple les étoiles, les planètes, déforment cet espace-temps. Et ça, il va avoir la chance, Einstein, de voir cette théorie confirmée
par l'observation seulement quelques années après qu'il l'ait énoncé, en 1919, à l'occasion de l'observation d'une éclipse de soleil. Oui, la chance, enfin bon, lui il était convaincu que de toute façon sa théorie était bonne, donc ça n'a pas du coup... Ça l'a pas plus étonné que ça. Non, ça n'a pas plus étonné que ça. Mais bon, au moins le reste du monde a été finalement conforté comme quoi cette théorie était bonne. Alors il s'est passé quoi? Lors de l'éclipse, on a pu prendre une photo, un cliché du ciel étoilé à proximité en fait du Soleil. Et la lumière du Soleil était naturellement cachée par la Lune lors de l'éclipse. Et lorsqu'on regarde précisément ce cliché, on se rend compte qu'un groupement d'étoiles, donc proche du Soleil, visible à sa proximité. Voilà, visible à sa proximité, tout à fait. Et finalement, est légèrement décalé par rapport aux photos qu'on peut avoir d'habitude sur ce ciel. Et là, donc, ça conforte que finalement, la présence du ciel entre la Terre et les étoiles déforme l'espace-temps. Et donc, finalement, déforme et courbe la trajectoire de la lumière de l'étoile jusqu'à nous. C'est pas mal quand même. Et figurez-vous qu'en fait, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas si longtemps que ça, 5 ans à peu près, en 2015, des scientifiques ont pu mesurer la présence d'ondes gravitationnelles. Alors, qu'est-ce que ces ondes gravitationnelles? Ce sont en fait des déformations de l'espace-temps ici dues à la collision entre deux objets très très massifs appelés trous noirs. Cette déformation de l'espace-temps s'est propagée dans l'univers jusqu'à notre planète, qui s'en est vue légèrement déformée. Oui, très légèrement. Ce qui veut dire que, quelque part, nous aussi, en 2015, on a été légèrement déformés. Très légèrement. Très légèrement. Voilà, c'est cette déformation que les scientifiques ont mesurée. Alors vous allez me dire, quel rapport avec Einstein? Cette déformation de l'espace-temps, ces ondes gravitationnelles, Albert Einstein les avait aussi prévues dans sa théorie de la relativité générale 100 ans plus tôt. Et encore aujourd'hui, c'est la meilleure théorie que nous avons pour vraiment expliquer la cosmologie de façon globale et également finalement la gravitation de façon plus spécifique. Nous en avons terminé ici pour ces 4 épisodes des découvertes à trouver. On espère peut-être vous retrouver prochainement pour vous aider à trouver de nouvelles découvertes. Voilà. Quant à nous, on vous souhaite de passer un excellent week-end. Au revoir. Au revoir.